Tout de suite, à la une, votre revue de presse de ce jeudi. Et pour la présenter, Julien Cheïda. Bonjour, Julien. Bonjour, Philomé. Nous commençons par cette figure du trumpisme. On en a beaucoup parlé. Charlie Kirk, l'un des influenceurs les plus suivis dans la galaxie conservatrice américaine, il a été tué. Qu'en dit la presse? Effectivement, c'est une actualité qui est extrêmement commentée, vous l'imaginez bien. On va commencer par cette une du magazine Politico et de cette photo de jeunes étudiants fuyant les lieux après le meurtre de Charlie Kirk. Ce titre extrêmement équivoque, la violence politique aux États-Unis entre dans une nouvelle ère. Politico revient sur les nombreuses agressions, mais aussi assassinats de personnalités politiques qui sont survenus ces dernières années aux États-Unis. Notre nation, je cite, est confrontée à une violence armée et à une politique toxique dont la responsabilité incombe aussi bien à la droite qu'à la gauche. Regardez du côté de la presse conservatrice américaine avec ici le National Review qui parle des abysses ou plutôt de l'abîme de la violence politique aux États-Unis. Le journal s'en prend notamment à ceux qui auraient plus ou moins légitimé ce meurtre en l'expliquant par les positions ultra-conservatrice de Charlie Kirk, qui est, je cite, qui serait le signe d'une personne à l'esprit dérangé, mais pas question du côté du New York Times, de tomber dans une bataille aussi, je cite, puérile ou alors même idéologique. Le journal new-yorkais parle d'un meurtre horrible au milieu de centaines d'étudiants donc venus écouter le militant conservateur. Une telle violence, je cite encore une fois, est contraire à notre pays. On ne tue pas quelqu'un pour ses idées. Nos désaccords politiques peuvent être intenses, émotionnels, mais ils ne doivent jamais être violents. En tout cas, voilà ce qui en dit long du côté de Washington, avec ici cette affaire qui devient politique, puisque Donald Trump, Charlie Kirk était un très proche de Donald Trump, ça tout le monde le savait, et Donald Trump s'en est mêlé, puisque c'est lui qui a lui-même annoncé le décès de Charlie Kirk hier soir sur son réseau social. Il en fait même, je cite, une affaire personnelle. Il accuse la gauche radicale d'être derrière ce meurtre sans preuve. Au lieu d'apaiser, le président américain continue de sous les braises d'un pays qu'on sait déjà fracturé. À la une aussi, Julien, la Pologne et cette question toujours de l'intrusion de drones russes dans l'espace aérien polonais qui cristallise encore un peu plus les tensions entre l'OTAN et la Russie. Alors, simple provocation ou réelle tension? En tout cas, l'affaire est extrêmement prise au sérieux du côté polonais, mais aussi du côté de l'OTAN. Nous n'avons jamais été aussi proches d'un conflit depuis 1945. C'est ce qu'avait déclaré hier le Premier ministre polonais Donald Tusk. Et regardez ici dans le Figaro, on peut aussi lire que, alors que Poutine enclenche l'escalade, l'OTAN vit son premier test historique. Le test contre l'OTAN, c'est ce qui revient beaucoup dans la presse européenne. Du côté de la presse ukrainienne, on s'interroge justement sur ses motivations. Regardez ici ce que nous dit une députée ukrainienne. Vladimir Poutine est clair, il veut la guerre, y compris contre l'OTAN. Mais si le signal de Poutine est aussi clair, demande cette députée, qu'attend l'OTAN pour réagir? Point d'interrogation. Du côté de la presse russe, en revanche, c'est un autre ton. Regardez, du côté de ce quotidien, on se moque des Polonais, on se moque aussi des Européens avec cette photo en noir et blanc. On parle même d'une mise en scène de l'Europe pour, je cite, influencer Donald Trump afin que ce dernier mette en place une zone d'exclusion aérienne en Ukraine, ce que ne veut absolument pas Vladimir Poutine et ce que ne souhaite pas pour l'instant mettre en place Donald Trump. Aussi, autre interview à lire extrêmement intéressante sur ce même dossier, c'est-à-dire dans Libération. Voici un homme que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui est extrêmement important pour les Ukrainiens. Il s'appelle Mstislav Tchernov. C'est un documentariste ukrainien de 40 ans qui a remporté l'année dernière un Oscar pour son documentaire sur la chute de Mariupol. Il sort un nouveau documentaire sur le front, sur la guerre dans le Donbass. Il lance ce cri d'alarme ici dans les colonnes de Libération. Les Européens ne perçoivent pas à quel point la guerre en Ukraine est proche d'eux, et cela fait déjà 3 ans et demi que la guerre est arrivée en Ukraine. On en arrive, Julien, à cette nouvelle étude concernant l'exposition des enfants, de nos enfants aux écrans. Une commission rend aujourd'hui son rapport sur l'impact psychologique des réseaux sociaux sur les mineurs. Quelles sont ses conclusions? Alors, on pourrait parler d'un traitement de choc. Regardez ici ce que nous dit la une du Parisien avec, point d'interrogation, un couvre-feu pour les mineurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, cette commission parlementaire vise principalement le réseau social chinois TikTok, extrêmement prisé par les jeunes adolescents.
TikTok est accusé par la commission, je cite, d'être une fabrique du mal-être et un poison lent pour la santé mentale des jeunes. Donc, parmi les recommandations de cette commission, l'interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans, sauf que c'est compliqué à mettre en place tant que l'Union européenne n'est pas unanime sur ce dossier. Pendant longtemps, elle a refusé de bouger. Ça commence tout doucement à changer, mais ça mettra plusieurs mois, plusieurs années avant de se mettre en place. Il y a aussi donc cette question, l'interdiction, ce couvre-feu entre guillemets, des écrans à partir de 22 h. C'est l'ancien Premier ministre Gabriel Attal qui avait émis cette mesure, cette idée, sauf qu'en fait, la Commission ne dit pas comment mettre ça en place. C'est très simple, en fait, c'est seulement aux parents, et c'est toujours aux parents, c'est de légiférer dans leur propre foyer, justement auprès de leurs jeunes, pour qu'ils n'utilisent pas leurs écrans à partir de 22 h. D'où cette question ici. De la question de la responsabilité des parents. Faut-il créer une sorte de délit numérique? Il y a 2 mois, en juillet dernier, des scientifiques avaient écrit une tribune ici, que vous voyez ici dans Le Monde, justement, appelant à ne pas céder à la peur. La peur ne peut être le seul moteur de l'action publique. C'est contre-productif. Arrêtons de culpabiliser le parent. Accompagnons et faisons de la pédagogie auprès aussi bien des parents que des mineurs. C'est ce que dit ici cette tribune. Et pour terminer, je vous invite du côté de la presse suisse à lire cet article du journal Le Temps qui justement est plutôt à contre-courant de tout ce que je viens de vous dire. N'interdisons pas tout à nos enfants, n'interdisons pas les écrans, encore une fois, accompagnons-les, parce que ce qui rend un enfant stupide, ce ne sont pas les écrans ou la mauvaise fréquentation, nous dit cet article, mais la surprotection. Mettre un enfant sous cloche n'est jamais la bonne solution. Merci beaucoup, Julien Cheida. C'était votre revue de presse.